Donc, on arrive justement à la composition et au recrutement des administrateurs. Alors, pour nous, c'est l'enjeu clé. On parle beaucoup, c'est dans l'air du temps, d'évaluer les conseils d'administration. Moi, je repositionne ça en amont de l'évaluation. Je me dis, avant de les évaluer, choisissons-les bien. Faisons en sorte qu'on a les bonnes personnes autour de la table, selon nos besoins. Et l'évaluation, oui, mais en même temps, ce sera moins difficile de faire une évaluation si on a bien choisi les personnes. Donc, quelques éléments considérés dans le choix des nouveaux membres. Donc, choix en fonction des besoins de l'organisme. Donc, quand on demande à un administrateur de siéger à notre conseil, je pense que c'est important de lui dire qu'est-ce qu'on s'attend de lui. Donc, très souvent, ça pourrait éliminer les éléments de la question de tantôt. La personne, des fois, ne s'implique pas parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a à faire. On lui a demandé de siéger au conseil, puis on dit « Bon, ben OK, je vais y aller pour te faire plaisir. » Mais on ne peut pas aller dans un conseil d'administration pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je le disais tantôt, c'est un engagement, c'est des droits, c'est des devoirs. Donc, je pense qu'à cet effet-là, il faut savoir, il faut être responsable comme organisme et dire, bien, on aimerait que tu sois ici parce que tu as des compétences en marketing, puis on veut faire mieux connaître notre organisation, puis on a de la difficulté avec ces compétences-là. Ou tu as des relations, donc justement, on parle d'un casting équilibré, donc des experts de la mission, des gens d'affaires et des gens de réseau, et des gens de la communauté pour les organismes qui ont un membership ouvert. C'est très important. Je pense que lorsqu'on est dans une organisation qui a une vocation artistique ou culturelle, encore une fois, bien, c'est important d'avoir des gens qui comprennent la mission. Parce qu'avoir seulement des gens d'affaires, bien, on s'éloigne de la mission. Avoir seulement des gens de la communauté artistique, parfois, les moyens, donc je vous disais tantôt, pour moi, c'est toujours la gestion au service de la mission et pas l'inverse. Donc, la gestion ne doit pas être la priorité parce que c'est la réalisation de la mission qui est la priorité, mais en même temps, ça prend de l'argent. Donc, les gens qui ont des bonnes connaissances en affaires, on parle évidemment des comptables la plupart du temps, mais pas juste des comptables, des gens qui connaissent bien le milieu des affaires peuvent aider à être plus efficient dans l'atteinte de la mission. Qu'est-ce que ça veut dire, être plus efficient? Ça veut dire le faire en gérant bien les moyens financiers. Des gens de réseau, donc des gens qui vont nous aider à se faire connaître, et des gens de la communauté, bien, des gens qui sont les utilisateurs de nos ressources, de nos services. C'est important, puis on les oublie parfois, eux autres. On les oublie dans le sens qu'on est là pour eux, mais quand on vient dans l'aspect décisionnel, dans l'aspect organisationnel, gestion, on est moins porté à les mettre membres du conseil d'administration et pourtant, ils sont une voix très importante. Alors, comment mobiliser des candidats performants et qu'est-ce qu'on a à leur offrir? Tout le monde est trop occupé aujourd'hui. Tout le monde a trop de choses à l'agenda. Alors, je pense que quand on décide d'aller recruter quelqu'un dans son conseil d'administration, il faut les aider à savoir comment ils contribuent, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je vous parlais tantôt de la fameuse vente de billets. J'ai vécu dans un accompagnement d'organisme, une direction générale qui me dit « J'ai un événement bénéfice par année, je demande à mes 7 administrateurs de vendre des billets, puis j'en ai 3 qui en vendent, les 4 autres n'en vendent pas. » Donc, on fait une rencontre individuelle avec chacun des administrateurs, mais les 4 qui ne vendent pas de billets, ils n'aiment pas ça, vendre des billets. C'est un peu l'exemple que je donnais aussi tantôt. Donc, si tu n'aimes pas vendre des billets, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon administrateur. Ça veut dire que tu n'as pas cette compétence, mais tu en as d'autres. Donc, les attentes, en fait, ce qui était très drôle, c'est que la direction générale et les administrateurs, ils ne se parlaient pas de leurs attentes respectives. Donc, ça, c'est important à faire. Se donner des profils de membres souhaités et s'assurer d'une diversité. C'est ça la richesse d'un conseil d'administration. La richesse d'un conseil d'administration, c'est d'avoir différents points de vue. La complexité de gestion d'un organisme à but non lucratif, autant dans sa réalisation de mission que dans les aspects financiers, fait en sorte qu'on a besoin d'avoir des gens diversifiés puis d'avoir des profils de membres différents. Donc, quelles sont nos compétences et nos forces? Qu'est-ce qui nous a quittés? Donc, par exemple, si on perd un avocat puis que l'avocat était très utile ou on est en reconstruction de son immeuble puis on a besoin de des compétences en ingénierie ou en construction, alors est-ce qu'on est capable de recruter ça? Quelles nouvelles compétences on veut? Et, bien important, quelles sont les qualités et les valeurs de l'organisation? C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas une seule façon de faire. C'est quoi? Tu as des conseils d'administration qui sont très formels, que tout est très structuré,
c'est d'une manière là, très, très systématique. Puis tu as d'autres conseils que c'est plus convivial. Est-ce que d'être très, très structuré, c'est mieux que d'être convivial? Pas si tu atteins tes objectifs, pas si c'est bien fait. Donc, il y en a qui veulent une procédure pour tout. Il y en a qui veulent des procédures pour les choses les plus importantes. C'est de comprendre la culture de l'organisation, comprendre comment ils font ça, trouver s'il y a des choses à améliorer, mais en même temps, ce n'est pas de tout changer. Le recrutement, donc, des administrateurs, s'il y a un comité au conseil d'administration que je conseille, c'est le comité de recrutement. Parce que le comité de recrutement vient justement mettre l'emphase sur le fait que c'est sérieux chez nous recruter des administrateurs. Donc, quand on a un comité de recrutement, encore une fois, pas besoin d'être 8 au comité de recrutement. On peut être 2. On peut être 2 personnes. Dans un des conseils où je siège, c'est exactement ce qui arrive. Donc, on a 2 personnes au conseil d'administration. Et au comité de recrutement, ces 2 personnes-là vont recevoir les candidatures. Pas besoin de les recevoir dans un chic restaurant. On peut les rencontrer pour un café le matin, on peut les rencontrer dans leur organisation s'ils y travaillent. Donc, c'est simplement une rencontre d'1 heure pour parler de l'organisme et parler des attentes qu'on a envers cette personne-là. Donc, ça pourrait être le CA dans son ensemble, mais je trouve que ça peut être lourd, là. Moi, ce que je privilégie, c'est un comité de recrutement ou un comité de candidature. Et est-ce que c'est important d'impliquer ou non la direction générale? Ça, encore une fois, je ne dirais pas oui ou non à cette question-là. Ça dépend des organisations. On a beaucoup observé que dans certains organismes, le DG est vraiment la personne pivot et la personne qui, à la limite, j'utiliserai un grand mot, contrôle son CA. Mais bien sûr, le contrôler, ça peut être dangereux, mais être le leader de son CA d'une certaine façon avec le président du conseil, bien évidemment, ça fait une équipe bicéphale en co-direction qui peut marcher. Mais il faut faire attention qu'il faut se rappeler quand même que le DG est l'employé du conseil d'administration. Dans le secteur culturel, on a beaucoup d'organismes qui sont ce qu'on appelle, nous, un modèle entrepreneurial. Le directeur général, c'est le créateur de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, c'est très, très difficile de penser que le président va être au-dessus de la direction générale. Donc, nous, on préfère voir ça comme une co-direction, en quelque part, avec le président au-dessus. Et souvent, à ce moment-là, le DG, quand c'est sa compagnie, en danse, par exemple, il y a beaucoup de compagnies de ce type, c'est sûr qu'il va vouloir être impliqué dans le choix des administrateurs. Et c'est correct de l'être. Mais, encore une fois, il ne faut pas que ce soit juste les amis du DG. Donc, c'est toujours d'essayer d'instaurer cette espèce d'équilibre. Important de s'entretenir avec les candidats et clarifier les attentes et vérifier les références. Donc, bien sûr, dans des écoles de formation ou dans des endroits, dans des organisations où on travaille avec les enfants, bien évidemment, il faut faire une analyse, une enquête pour s'assurer. C'est encore ce qu'on appelle, c'est de la diligence, hein? C'est ce qu'on appelle une prévérification. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance aux gens, c'est simplement parce que c'est important d'avoir ça dans nos dossiers. Donc, quelles sortes de critères de sélection on peut se donner? Donc, des compétences précises quant à la communication, la gestion financière, la mission, les aspects légaux, la collecte de fonds, des qualités interpersonnelles, jugement, compassion, respect des autres, capacité à apprendre rapidement, enthousiasme face à l'organisme, intérêt pour l'organisme, passion pour la cause. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais je crois personnellement qu'on doit aimer la cause. Peut-être la passion, c'est peut-être très fort, là, mais on doit certainement adhérer à la cause pour s'engager. Si on est dans une école de danse contemporaine puis qu'on n'aime pas la danse, puis encore moins la danse contemporaine, il me semble que c'est difficile. Il me semble. J'ai souvent des arguments avec des administrateurs qui me disent « Non, non, je suis capable de travailler quand même, mais bon, pour moi, en tout cas, il en faut certains, et sinon la majorité qui soit passionnée pour la cause. » Le niveau d'engagement, on peut penser aussi à la représentation géographique. On a fait des interventions dans certaines régions plus éloignées au Québec. Donc, si on est sur un organisme qui représente la Côte-Nord, bien, la Côte-Nord, c'est grand. Donc, essayer d'avoir des gens qui représentent toutes les régions qui sont autour de la Côte-Nord. Équilibre homme-femme. Dans certains organismes, ça peut être un enjeu.
et la disponibilité des gens. Donc, si on est un centre d'artistes, évidemment, un centre d'artistes, ça, dans nos modèles d'affaires, on dit un centre d'artistes, c'est une organisation qui est associatif. Donc, tes membres, c'est tes artistes, parce qu'un centre d'artistes, ça recrute à même les membres de l'organisme. Donc, si moi, je suis comptable, je ne suis pas membre d'un centre d'artistes, je ne suis pas sûre qu'ils me veulent non plus comme membre avec mes talents artistiques. Je pense qu'à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce qu'on serait prêt à changer nos règlements généraux pour dire on a 7 membres qui viennent du membership de la communauté artistique qu'on dessert et on aurait 2 membres qu'on dirait cooptés, mais qui viennent du monde des affaires. Donc, ça n'obligerait pas quelqu'un d'être membre du centre d'artistes s'il n'est pas artiste, mais ça pourrait donner de nouvelles compétences à l'organisme. Donc, encore une fois, il faut savoir, est-ce que j'en ai besoin? Moi, je suis quand même d'avis, sans être dans le « il devrait le faire », très certainement que si tout va bien, puis si les gens qui sont membres ont des compétences en gestion, puis tous sont à l'aise, mais s'ils ont des difficultés parfois, bien, ils devraient essayer de trouver ce moyen-là, de mixer les compétences. C'est quelque chose que dans le secteur culturel et même dans le secteur communautaire, on voyait moins avant. On disait « ah non, non, on est entre nous, on se comprend. Si on rentre quelqu'un qui a un autre profil, ça va faire de la distorsion, puis ils vont nous amener ailleurs. » Puis c'est quelque chose qui est en train de changer. Et cette diversité-là, quand elle est bien planifiée, quand elle est bien organisée, elle donne d'excellents résultats. D'excellents résultats. J'ai travaillé pour une organisation qui ne voulait pas de gens d'affaires dans son CA. Elle disait non, nous autres, on est une entreprise X et c'est ce qu'on veut rester entre nous. Et c'est le bailleur de fonds qui a suggéré fortement l'organisme, parce que c'est un organisme quand même de bonne taille, avec beaucoup de subventions, qui a suggéré d'avoir des gens de l'externe puis des gens qui n'étaient pas du milieu artistique. Et depuis ce temps-là, le levier financier qu'ils sont allés chercher avec ces gens d'affaires-là est incroyable. Et ce qui est très drôle, c'est que la direction générale est devenue... la direction générale et le président, qui est un homme d'affaires, sont devenus... l'un et l'autre font des conférences pour dire comment ça marche leur affaire. Et au début, il y avait énormément de résistance, énormément de résistance. Donc, c'est un cas parmi d'autres, parfois ça marche ne marche pas, où justement, le président de l'organisation, qui est une personne d'affaires, s'est assuré de bien comprendre la mission de l'organisation et d'appliquer ses connaissances et ses compétences à la réalisation de la mission, et non pas l'inverse. On suggère aussi beaucoup et de plus en plus que l'administrateur qui entre, comme je disais tantôt, c'est pas comme « ah, j'arrive, OK, je vais venir vous aider, puis je m'assois, puis on jase ». Ça se passe plus comme ça dans les conseils d'administration. Je dis pas que ça s'est toujours passé comme ça, mais c'était plus avant dans l'informel. Sans devenir trop formel, je pense qu'il faut quand même se donner des règles, se donner des outils. Donc, on suggère qu'un administrateur reçoive les lettres patentes, les règlements généraux, les politiques adoptées par le CA, la liste des administrateurs et leurs coordonnées, à tout le moins les adresses courriels, les principaux documents organisationnels, copie des polices d'assurance administrateur, assurance aussi civile, les rapports annuels des 2 dernières années, les budgets annuels des 2 dernières années, le calendrier des réunions, les procès-verbaux de la dernière année et le calendrier des activités de l'organisme. On suggère fortement une rencontre avec le président et la direction générale, une fois, par exemple, qu'il y a eu le comité de recrutement, et, s'il y a lieu, dans des grands CA, par exemple, ou dans toutes sortes d'autres situations, avoir un mentor comme administrateur. Parce que c'est sûr que quand tu entres comme nouveau membre dans un conseil d'administration, c'est comme n'importe quoi, ça te prend une année à saisir tous les enjeux. Donc, si parfois tu peux avoir quelqu'un qui peut te guider, qui peut t'aider, je pense que c'est important. Puis ça décharge la direction générale, qui souvent, la direction générale est toujours appelée à « OK, bien moi, je vais aider les administrateurs ». Mais ce n'est pas nécessairement le travail de la direction générale d'aider les administrateurs, c'est les administrateurs entre eux qui doivent travailler à ce que leur groupe soit encore homogène avec le changement d'administrateur. Évidemment, ça, c'est des choses que je pense que tout le monde connaît, mais essayer d'avoir une rotation des administrateurs, pas tout le monde en même temps. Donc, d'avoir des gens qui ont des mandats de 2 ans renouvelables, mais certains à des années paires, certains à des années impaires. S'assurer qu'il n'y a pas un branle-bas de combat. Des fois, ça arrive, et c'est sûr que là, moi, quand je vous parle de gouvernance organique, de groupe, bien, s'il y a 7 nouveaux membres dans un CA de 9 membres, on est dans un nouveau groupe. Donc, il faut faire attention à ça.
Donc, à retenir ici, le recrutement d'administrateurs compétents et engagés, donc j'insiste sur le mot « engagé », est un processus qui doit être planifié. Il demande qu'on y investisse du temps et des ressources. Donc, vraiment, les expériences qu'on a vues, et on en a vu des dizaines et des dizaines de conseils d'administration ici à HEC, d'OBNL, et je vous dirais que c'est vraiment, quand on recrute les bonnes personnes, les gens se sentent, de part et d'autre, de bien identifier les attentes. Il ne faut pas se sentir mal de refuser un membre de conseil parce que les attentes ne sont pas claires. Ça m'est arrivé à quelques reprises de siéger dans des conseils comme ça où tu dis « Ah, j'ai trouvé la personne », puis tu rencontres la personne, puis ça ne marche pas, pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est pour ça qu'une organisation comme Bénévoles d'affaires s'assure aussi de bien faire ça pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises.